Merci. Effectivement, bon, l'idée même, le concept même de monde, quand on voit comment il s'établit un peu dans l'histoire de la philosophie, il est lié à ce qui est imparfait, fini, et parfois même dans certaines tendances, disons, de la théologie la plus extrême, il y a une identification entre le monde et le mal. C'est-à-dire qu'en fond, le monde, c'est tout ce qui ne serait pas Dieu, ce qui ne serait pas l'infini, ce qui serait voué, au fond, au temps, à la finitude et en dernière analyse à la mort. Donc, sans vouloir remonter à des généalogies métaphysiques, je pense que dans cette idée populaire, en tout cas du sens commun, selon lequel tout va très mal, le monde va très mal, donc cette totalisation du malheur, elle est quand même liée à cette idée que la manière dont nous organisons les choses sur Terre est nécessairement une manière imparfaite, une manière négative, et elle est traversée par la méchanceté, par le péché, par l'injustice. Alors évidemment, si on essaie de penser le monde un peu plus positivement, non pas simplement comme ce qui n'est pas Dieu, ou ce qui n'est pas parfait, ou ce qui appelle au fond à un salut, eh bien on révoque un peu cette question de savoir si le monde va mal. Certainement, les agencements qui constituent notre présent sont aussi injustes, ou aussi frappés par l'iniquité que ceux qui ont traversé l'histoire. Donc évidemment, il faut se méfier de ces jugements un peu généralisateurs sur lesquels tout va très mal, parce qu'en réalité, on voit bien qu'il y a des sphères de bien-être dans un monde qui par ailleurs est de plus en plus injuste, et que ce qui est le plus injuste, c'est probablement d'organiser son bien-être contre le mal-être généralisé. Pour revenir à la question qui nous anime, est-ce qu'on peut aller bien dans un monde qui va mal? De fait, on le peut, puisque somme toute, et c'est d'ailleurs en un sens heureux, un certain nombre d'entre nous vont bien, ou en tous les cas ont tous les attributs de ce que aller bien peut signifier aujourd'hui, socialement, professionnellement, amoureusement. Bon. Mais la question qui me paraît la plus décisive, c'est de savoir si l'on peut s'extraire ainsi du monde, c'est-à-dire au fond faire abstraction de la situation politique, économique, sociale, écologique dans laquelle nous sommes, pour se replier sur la sphère privée. La question, peut-on aller bien dans un monde qui va mal? Elle engage évidemment la question de savoir ce que c'est qu'un monde. J'aurais moi plutôt tendance à dire que si ça va mal, c'est pas un monde, c'est plutôt de l'ordre de l'immonde, d'un réel qui fonctionne de manière au fond totalement autonome par rapport à nos intentions ou à nos volontés. Mais le grand problème posé par la question peut-on aller bien dans un monde qui va mal, c'est la question de l'insensibilité de plus en plus marquée, me semble-t-il, chez beaucoup, et peut-être, ce n'est même pas une critique, peut-être aussi parce que ça va tellement mal qu'on a le désir de s'en accepter, l'insensibilité à l'égard de l'altérité, c'est-à-dire au fond la tentation qu'on peut avoir, que je peux avoir aussi, de constituer un petit monde, un monde privé par exemple, ou un monde fondé ou organisé autour de moi, pour précisément ne pas avoir à subir ce qui dans le monde politique, dans le monde social, dans le monde tout court, est insupportable, ou en tout cas devrait l'être. Donc je dirais que c'est ce degré d'insensibilité, cette manière dont nous sommes amenés à devoir ou à nous rendre un petit peu imperturbables à l'égard de ce qui se produit politiquement. Vous avez donné quelques exemples de la négativité de notre présent. C'est cette insensibilité qu'il faut avant tout combattre. Non pas pour aller aussi mal que le monde, évidemment, mais pour faire en sorte qu'il y ait une solidarité entre nos destins individuels et puis ce que nous pouvons percevoir du monde en général et en particulier, c'est quand même ça la question, je crois, sous-jacente du monde au sens politique du terme. Du monde au sens politique, vous avez... Parce que il y a comme deux faces et à la question et à la réponse. Je voudrais réagir aussi à ce qu'a dit Michael sur la question de l'insensibilité qui répond plutôt à la question le monde va mal pour qui? Et que en même temps qu'une insensibilité, on y reviendra sans doute, une insensibilité au cours du monde ou à l'état des autres ou aux détresses des autres se double aussi d'un certain nombre d'autres hypersensibilités. D'un point de vue historique, on pourrait remarquer que l'humanité est beaucoup plus sensible, hypersensible aujourd'hui à la souffrance, par exemple, qu'il y a 100 ans, 200 ans, un millénaire. On voit aussi que
les niveaux de tolérabilité et les niveaux d'intolérabilité, ceci est intolérable, ces niveaux-là ont augmenté aussi. Et que du coup, nous n'avons plus aujourd'hui, je ne dis pas que c'est un bien ou un mal, j'essaie de constater, nous n'avons plus aujourd'hui j'allais dire, d'immunité suffisante à la difficulté d'être au monde. Et sans doute tant mieux. Je pense que le politique, on y reviendra, c'est aussi une manière, là je reprends une image de Sloterdijk par exemple, de créer des sphères, des poches d'immunité, une espèce, comme si voilà, comme si la politique était une espèce d'immunologie, ce qui nous permettrait de comprendre aussi notre rapport à la science, à la santé, au corps, aux valeurs éthiques, etc. Une espèce d'immunologie, de quoi se protège-t-on? Le problème vient, me semble-t-il, de la manière dont cette hypersensibilité elle-même se distribue. Et là, c'est une autre manière de répondre à la question, le monde va mal, mais pour qui? Et je reviendrai à cette question du rôle de la philosophie, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'inquiétude, l'hypersensibilité, la détresse, disons le mot, se manifeste, j'allais dire, alors que ça rejoint ce que dit Michael, j'allais dire à l'inverse, par une hypersensibilité à l'altérité. C'est-à-dire à l'impossibilité de plus en plus grande d'accueillir, de comprendre, d'échanger avec l'altérité. Et on voit bien, quand par exemple on parle de la montée des identitarismes, lorsque, bon, il y a des périodes comme ça où les détresses se fixent en un certain nombre de certitudes, qu'on peut appeler idéologiques ou axiologiques, où chacun, face à l'essentielle altérité ou multiplicité du monde, où chacun essaye de redevenir une unité, alors une unité individuelle, moi d'abord, ou les Français d'abord, ou l'Europe d'abord, etc. Et on voit à tous ces niveaux d'échelle que la réponse panique à l'altérité ou à la multiplicité du monde, c'est la consolidation d'un certain nombre d'identités. D'identité, c'est-à-dire y compris d'identité à soi. Je suis ce que je suis, nous sommes ce que nous sommes, ils sont ce qu'ils sont, c'est une espèce de raisonnement tautologique qui enferme. Ces certitudes axiologiques-là, ces certitudes identitaires, ne sont plus aujourd'hui des certitudes heureuses comme on pouvait avoir un peu au début des années 90, comme vous disiez, fin de l'histoire, horizon du capitalisme mondial, etc. Mais on est revenu à des identifications en lutte. La lutte, ou le fantasme de la lutte, le fantasme de lutte civilisationnelle par exemple, de lutte de tous contre tous, qu'il y a aussi au fond de la libre concurrence absolue, ce sont des manifestations de panique culturelle, j'allais dire. Et l'autre versant, et là, me semble-t-il, vous citiez cet aphorisme de Nietzsche, le remède contre la détresse, c'est la détresse, c'est précisément face à l'inquiétude du monde, à l'inquiétude de notre être au monde, relancer tout ce qui... relancer les questions, relancer les expérimentations, relancer, j'ose le dire, relancer le scepticisme. Et là, on en vient peu à peu à la philosophie antique. Tout ce qui viendrait désenclaver les certitudes idéologiques, axiologiques, qui sont source d'une immense violence.
Donc, juste pour terminer, et c'est la deuxième partie de la réponse, ce souci de soi, si on retourne au souci de soi que recherchaient les philosophes antiques, au fond, ce que dit Socrate à Alcibiade, Foucault travaille beaucoup là-dessus, c'est comment veux-tu gouverner les hommes si tu ne sais pas te gouverner toi-même? C'est le contraire de l'individualisme, c'est le contraire de moi d'abord, c'est le contraire de la liberté individuelle. La question, c'est l'autonomie individuelle. Et l'autonomie, c'est se donner sa propre loi. C'est-à-dire que le souci de soi est un souci politique de soi à soi. Comment fait-on de l'entité que nous sommes, qui est une entité multiple? Nous avons des pulsions multiples, nous sommes contradictoires, nous avons des besoins contradictoires, des désirs contradictoires, des rapports à l'autre contradictoires. Comment le champ politique que nous sommes nous-mêmes doit-il être l'objet d'une politique et donc d'une éthique? Et on voit bien dans les philosophies antiques, tous les philosophes antiques ont toujours partagé et créé des relais entre le souci de soi, le souci des autres, le souci du monde, sur ces trois étapes-là. Et c'est que, au fond, ce que moi j'appelle micropolitique, ce n'est pas une fin en soi, et ça rejoint très vite en réalité ce que Michael peut appeler par cosmopolitique. La question c'est comment contaminer, au meilleur sens du terme, le rapport politique à soi, aux quelques autres, au champ local que nous sommes, comment faire communiquer peu à peu jusqu'à des échelles cosmopolitiques. Je crois qu'entre le micropolitique et le cosmopolitisme, il y a en réalité un même souci de soi, des autres et du monde qui participe d'un même questionnement philosophique. D'accord. Dorian l'a déjà posé, c'est de savoir si on peut articuler le souci de soi et le souci du monde. Et au fond, est-ce qu'on peut à la fois approfondir un rapport à soi de nature éthique sans nécessairement abandonner la scène politique qu'on va juger pour quantité de raisons comme totalement perdue d'avance, des combats qui ne méritent plus d'être menés. Alors, j'aurais tendance effectivement à penser que si on en reste, plutôt si on part du souci de soi, pour essayer de retrouver le souci du monde, le chemin est plus difficile que dans le sens inverse, d'une certaine manière. Vous avez tout à l'heure évoqué le fait qu'il y avait aujourd'hui un retour, en tous les cas une résurgence des spiritualités, du souci de chercher dans la philosophie ou dans un certain nombre de formes de religiosité une manière de salut de soi-même. Bon. Et ça me faisait penser effectivement au fait que ce désir de spiritualité, qui était beaucoup plus élaboré, Dorian l'a rappelé, dans le stoïcisme ou dans l'épicurisme, était déjà lié, c'est cela qu'il faut à mon avis avoir en vue, au fait qu'un monde était en train de s'effondrer. Les morales hellénistiques, celles qui viennent donc stoïcisme, épicurisme, après la grande métaphysique originaire de Platon et d'Aristote, sont des morales ou des philosophies d'ailleurs, en quelque sorte de réaction à l'effondrement d'un modèle, d'un monde, d'un cosmos au sens strict. Cosmos en grec, ça veut dire à la fois monde et ordre. Donc elles sont contemporaines d'un désordre par rapport au monde constitué autour de la cité grecque ou de l'Empire romain. Autrement dit, on avait déjà à ce moment-là une réaction, le souci de soi venait d'une sorte de réaction à la détresse déjà de ce présent-là, consistant à dire qu'on ne pouvait plus sur la scène publique espérer réaliser, c'est particulièrement vrai dans l'épicurisme, réaliser des espérances que la philosophie d'avant, c'est-à-dire celle de Platon en particulier, voire d'Aristote, avait placées. Alors toute proportion gardée, ce qui est tout à fait révélateur de notre temps, je crois, c'est que nous avons bien le sentiment qu'un monde est en train, disons, de disparaître, et même à une vitesse certainement beaucoup plus rapide que celle qui a pu marquer l'effondrement du modèle grec. Paradoxalement d'ailleurs, il faut le noter, la disparition de ce monde se nomme mondialisation. Il y a là aussi quelque chose d'extrêmement troublant dans le fait que le monde devient à la fois un partenaire de notre expérience, via les réseaux sociaux, via Internet, via une somme d'informations relativement à ce qui se produit aux quatre coins, si je puis dire, de l'univers, et en même temps
cette mondialisation, nous la vivons, la percevons, et pour certains socialement la subissent d'ailleurs, comme d'abord une destruction des ordres, cosmos, des ordres industriels, ouvriers, de solidarité, de travail, etc., anciens. Donc il faut penser à la fois une mondialisation et un moment où le monde apparaît comme, le monde si on entend par là ce que nous avons l'habitude de pratiquer en termes d'expérience, en termes aussi d'espérance politique, en termes d'action, était en train de disparaître. Alors la difficulté, je crois, c'est d'essayer de comprendre comment nous sommes à la fois, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Dorian, hypersensibles à ce qui se produit dans le monde. Il y a une phrase de Kant dans le projet de perpétuel, donc c'est en 1795, qui dit déjà aujourd'hui donc à la fin du XVIIIe siècle, nous sommes informés d'une injustice qui se produit à l'autre bout de la Terre, parce que, ce qui n'était pas le cas avant, parce que nous avons déjà, donc à l'époque de Kant, des moyens d'information qui font que la Terre, sa finitude, sa sphéricité devient en quelque sorte tangible dans le fait que nous sommes dépendants, ou du moins altérés, par une injustice ou par un malheur, un tremblement de terre, une guerre, que sais-je, qui a lieu très loin de chez nous. Bon. Aujourd'hui, ce mouvement qui fait que le monde est de plus en plus fini, limité, que nous sommes informés, je dis cette fois-ci informés, pas forcément altérés par le malheur, la tristesse et surtout l'injustice et la guerre qui ont lieu aux quatre coins du monde, ce mouvement de mondialisation de l'information s'est généralisé. Par contre, la question est de savoir si cette information est véritablement de nature encore à susciter chez les individus un souci du monde au sens politique, ou est-ce qu'elle ne participe pas plutôt de ce qu'on pourrait appeler le devenir information du monde. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas forcément de sensibilité à ce que nous apprenons, parce que nous l'apprenons sur un mode médiatique en particulier, qui fait que, au fond, cela entre en nous comme une nouvelle. Une guerre ici, la bataille de Raqqa là, les violences qui ont lieu actuellement en Ukraine, rentrent dans, je dirais pratiquement parce que le corps humain a une capacité d'indignation, une capacité d'émotion finie, à mesure que ces informations deviennent immenses par leur nombre, et bien nécessairement, notre capacité d'y réagir politiquement devient limitée, voire complètement d'ailleurs anéantie. En sorte que nous sommes plutôt ramenés, c'est mon côté un peu, je m'en excuse, un peu négatif de mon propos, ou pessimiste, nous sommes plutôt ramenés à des sujets, spectateurs passifs d'un monde qui se déroule sans eux, où les décisions se déroulent sans eux, sans parler même des aspects beaucoup moins tragiques, enfin en tout cas en apparence, liés au fait que la mondialisation de la finance, par exemple, dépossède les citoyens du politique. Alors le souci de soi qui revient aujourd'hui, le désir de souci de soi-même, je n'ai évidemment rien contre, sauf s'il se fait, sauf s'il se désire, sauf s'il s'opère contre le monde, c'est-à-dire au fond par réaction à un monde sur lequel nous semblons ne plus avoir prise et qui apparaît de plus en plus comme un spectacle dont nous ne sommes pas les acteurs. Et effectivement, en ce sens, moi j'aurais plutôt tendance à partir du souci du monde, un peu dans la tradition des Lumières, effectivement, de Kant, celle qui affirme la primauté du politique sur l'éthique, parce que pour reprendre une image qu'avait très bien développée Didier Berman, il y a heureusement encore dans le monde aujourd'hui des lucioles, des petits points de lumière, c'est-à-dire des communautés, des collectivités relatives dans lesquelles justement quelque chose comme un monde alternatif s'élabore, mais il me semble qu'il n'y a pas de luciole sans lumière. C'est-à-dire qu'au fond, il faut quand même penser un collectif, il faut penser un horizon, que j'ose dire encore un peu universel d'émancipation, pour ensuite pouvoir retrouver à l'intérieur de nos expériences privées, ou de nos expériences en quelque sorte nos micro-résistances, un sens politique d'émancipation. Parce que sinon, le risque est tout de même grand que de forger des citadelles de liberté, des citadelles d'émancipation. C'est toujours mieux que les citadelles de protection et de sécurité fondées ou délimitées par des murs. Mais malheureusement, ce que je crains, c'est que ces citadelles, et le mot était très important chez les stoïciens, fonder une citadelle de son âme, faire de son âme une place forte que rien ne pourrait prendre, c'est-à-dire aucun événement ne puisse dans le monde altérer, mais fonder des citadelles, disons, d'égalité et de liberté, des citadelles joyeuses, évidemment personne ne va penser à remettre en cause cette démarche. Je crains simplement qu'elle ne soit de plus en plus fragile, parce qu'il y a une chose dans le souci de soi que les stoïciens
les épicuriens et puis toute la tradition qui a suivi, sur laquelle ils pouvaient fonder leurs espoirs, c'était que le soi puisse être une position de repli, puisse constituer un espace, l'espace qu'on appellera maintenant privé, un espace intime plutôt, dans lequel peuvent s'élaborer des liens qui sont des liens plus heureux que ceux qui ont lieu dans l'espace public. Compte tenu du degré d'intrusion des instruments de vidéosurveillance, d'information informatique eux-mêmes, relativement à notre vie privée, je crains que ce soit-là, cette capacité de refuge, soit un peu remise en cause. Et là, ça renvoie directement au politique. Hein. Qu'est-ce que nous allons, au fond, quelle subjectivité, quelle forme, disons, d'espace intime, le politique est-il encore en mesure de préserver pour les citoyens? Michael, du danger ou de la question de dans quel ordre faire les choses entre le politique et l'éthique, entre le souci de soi et celui du monde. Sauf que cette chose-là, cette question ou ce danger-là sont liés à une certaine conception du soi qui est, et tu l'as dit à propos des stoïciens et épicuriens, qui est une conception privée du soi. Et c'est par exemple ce que quelqu'un comme Nietzsche viendra reprocher aux stoïciens et aux épicuriens en disant au fond c'est une espèce d'égo rabougri comme ça, cette intimité qui est au fond un grand renoncement au monde, le fait d'une faiblesse, c'est-à-dire d'une incapacité à s'exposer au monde, hein, la citadelle intérieure. Donc ça, par exemple, quelqu'un comme Nietzsche est extrêmement admiratif des épicuriens et des stoïciens parce qu'il est toujours très attentif aux ascèses ou à l'athlétique du soi. Hein. C'est-à-dire de quelle manière on fait de soi-même un objet d'exercice, suivant la méthode, au fond, connais-toi toi-même, mais surtout pratique-toi toi-même. Ce qu'il reproche en revanche, c'est, et Nietzsche le reproche à l'ensemble de l'histoire de la philosophie et de la religion, c'est le grand processus d'intériorisation, de psychologisation, de subjectivation qui sont les nôtres. Et là, j'en suis d'accord avec Michael, nous sommes aujourd'hui précisément tellement harcelés par l'extériorité ou l'altérité que nous sommes des êtres subjectifs et intérieurs à des points infinis, au point qu'il n'est évidemment pas compliqué pour des structures de pouvoir d'aller au cœur de cette intériorité, hein, que ce soit la surveillance, l'idéologie, la gestion ou la politique des désirs, le type de lien économique que nous avons au monde, c'est-à-dire quel investissement libidinaux, quels investissements de désir on place dans ces structures du monde qui nous sont imposées. Cette question de l'intériorité, c'est au fond ce grand geste chrétien. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'une éthique de soi, la question c'est en réalité, c'est pour ça que je pense qu'il faut commencer par une éthique, même si dans les faits, tout ça arrive toujours en même temps, mais d'un point de vue inaugural, la question du politique, c'est tout de même, et nous y sommes confrontés tous les jours à cette question, c'est qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Les stoïciens faisaient déjà ça, hein, qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? À partir du moment où on pose cette question, où on travaille par la connaissance de soi, par le devenir soi, que sais-je, moi je veux bien qu'on l'appelle de toutes les façons possibles. À partir du moment où on repère, définit, expérimente, exerce, augmente notre capacité d'agir, notre pouvoir propre, il est évident que ce retrait du monde ne nous assure pas de notre puissance, mais de notre faiblesse. Un exemple simple, la question privée, qui suis-je, hein, ou suis-je en paix avec moi-même, ou est-ce que je m'aime moi-même, ou est-ce que je me connais moi-même? Si je travaille à mon autonomie, je me pose
tout de suite ou très vite la question de qui suis-je en tant qu'homme libre dans cette société. C'est-à-dire que la question du sujet privé au sujet citoyen, dans le souci de soi, est produite tout de suite. Et ça, les philosophes grecs le savaient, quelqu'un comme Aristote le sait très très bien. Sa manière, par exemple, qu'il a d'articuler l'amitié et le rapport entre citoyens dans une cité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès le rapport privé, nous sommes déjà dans un rapport politique. Dès que nous nous posons la question de ce qui dépend de nous ou de la puissance de notre citadelle, la question c'est de savoir si nous pouvons ouvrir, c'est-à-dire si nous pouvons être à la conquête, nous exposer au monde. Et cette chose-là, au contraire, nous oblige à avoir une conception de ce que nous sommes qui ne peut pas être une intériorité spirituelle, subjective, mais qui est un rapport de nos puissances d'agir, c'est-à-dire de nos corps, de nos désirs, de nos valeurs, et de se poser tout le temps la question de comment fait-on pour réduire au maximum, et ça c'est au fond une question kantienne aussi, l'hétéronomie, c'est-à-dire la soumission à une loi qui n'est pas la nôtre. Ça, quelles que soient les réponses qu'on donne à ça, nous sommes à ce moment-là dans l'ordre directement dans l'ordre du politique. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle à tort l'individualisme ou le repli dans la sphère privée ou que sais-je encore, nous n'avons jamais été moins privés qu'aujourd'hui, moins intimes qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune intimité, parce que nous n'avons aucune autonomie. Et que si nous faisions la liste politiquement, économiquement, axiologiquement, spirituellement, physiquement, dans notre rapport à la Terre, de ce à quoi nous sommes soumis et que nous ne maîtrisons pas, et je pense que c'est une raison pour laquelle on a tendance à penser que le monde va mal, si on le pense, c'est qu'en réalité, y compris on parlait de crise politique, c'est que y compris dans les démocraties dites représentatives, nous ne savons plus ce que veut dire être citoyen. Nous n'expérimentons pas, nous n'effectuons pas nos puissances d'agir individuelles. Bon. Et ça, c'est par exemple la différence qu'il y aurait, pour le dire très vite, entre communisme, socialisme au sens historique et libéralisme. C'est que le socialisme, il y a un très beau livre de Frank Fischbach qui est en train de sortir, je ne sais pas s'il est sorti, mais je l'ai reçu, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un gouvernement socialiste ?» qui est une question philosophiquement posée, et qui est au fond la coopération d'individus autonomes à un bien commun, ou à une œuvre commune, ou à des institutions communes. Et là, je reviens absolument à ce que tu disais, Miguel, la question, y compris la question des institutions, qui fait que le souci de soi est aussi un souci des institutions dans lesquelles nous acceptons d'être pris. Il y a des affaires de contrat social là-dedans, aussi. D'accord. Par politique, évidemment, si on entend par politique simplement l'aspect institutionnel, délibératif, rationnel et organisationnel, surtout au niveau soit des États, soit d'entités supranationales, alors le lien est difficile à faire, en tout cas en première analyse, entre des expériences sensibles et le politique. Moi, il me semble qu'en réalité, le politique, en tout cas dans sa version démocratique, c'est-à-dire dans une version, si j'ose dire, où la légalité est censée constituer la forme de société dans laquelle nous évoluons. Cette dimension démocratique, elle se caractérise justement par le fait que nous ne sommes pas, ne devrions en tout cas pas être en mesure de dire ceci est politique, ceci ne l'est pas, ceci relève du champ, disons, de l'agora, et donc légitime à ce titre. En revanche, cela, tout ce qui touche justement à l'intime, doit être confisqué en quelque sorte par la sphère privée. Toutes les problématiques liées à ce qu'on appelle de manière affreuse d'ailleurs le sociétal, les problématiques de genre, les problématiques liées à l'égalité entre les hommes et les femmes, ont été de toute éternité, j'allais dire, conçues comme étant hors de portée du politique, puisque fondées sur des inégalités théologiques, religieuses, anthropologiques, et il a fallu attendre la démocratie contemporaine pour que, non sans difficulté, on s'en est rendu compte d'ailleurs, ces questions-là, apparemment les plus sensibles, fassent leur apparition, et de manière parfois assez violente, sur la sphère publique. Donc, dans la dimension démocratique dans laquelle, malgré tout, nous nous tenons encore, je dirais, la différence entre des expériences de proximité, de sensibilité,
telles que vous les avez évoquées, et le politique, elle s'abolit, ou en tous les cas, elle devient plus difficile à tracer. Ce qui se passe, c'est que le discours politique officiel, en revanche, se maintient dans un degré, je dirais, d'abstraction, en particulier d'économisme, ou alors au niveau gestionnaire, ou même au niveau institutionnel tel, qu'il est de plus en plus difficile pour les citoyens de faire le lien entre leurs expériences sensibles, l'amitié dont parlait Dorian, qui effectivement est un élément fondamental de la citoyenneté, entre tout ce qui relève de l'intime, donc, et puis le politique. C'est-à-dire qu'il est évident que quand on écoute, enfin pas tous d'ailleurs, on va donner des noms après si vous voulez, quand on écoute un discours politique traditionnel en campagne, là, on a, pas tout, je généralise, j'ai bien souvent le sentiment, d'ailleurs d'autant plus qu'on essaie de me faire comprendre que ça me regarde, qu'en réalité on ne me parle pas. On ne parle de rien qui soit en réalité traduisible dans les termes de l'expérience. Et à mesure qu'on utilise, disons, des termes comme croissance, emploi plutôt que travail ou justice, eh bien au fond, ce discours parlant à tout le monde, en fait, ne s'adresse réellement à personne. Alors là, évidemment, et nous en sommes là en partie, l'articulation entre ce qui est le plus intime de l'expérience et ce qui est politiquement faisable se perd. Et ça donne en gros ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire en gros un mouvement en marche vers nulle part. Bon. Et j'ai quand même réussi à le placer. Alors, ou alors à l'inverse, un mouvement en recul vers là où nous connaissons trop bien, hein, parce qu'il faut évidemment être tout à fait impartial. Voilà, c'est ça. Maintenant, je voudrais juste revenir sur la formule de notre rencontre, là, petit pas mal. Alors là, je vais prendre un petit peu mes gros sabots de kantien. Je m'en excuse auprès de Dorian, mais au fond, je ne crois pas que ce soit très important d'aller bien. En tout cas, philosophiquement. Hein. Non, mais le bonheur n'est pas une affaire très intéressante. Je ne parle pas dans la vie, quoique, mais la joie. Mais en tout cas, pas pour la philosophie. Autrement dit, aller bien, bon, ça n'est pas, à mon sens, un impératif, tout simplement, que l'on puisse se fixer de manière universelle. Il y a une tradition, là pour le coup c'est pas Kant, il y a une tradition philosophique à laquelle je me rattacherai, on peut dire elle va de Rousseau à Adorno, qui considère que tout bien réfléchi, on ne peut pas aller bien dans un monde qui va mal. Parce que il y a ce sentiment, chez Adorno c'est particulièrement radical, que le bonheur que nous avons, ou peut-être même d'ailleurs les petites satisfactions que nous ne les avons que parce que nous sommes dans un système fondé sur l'injustice, nous les volons aux autres, nous les prenons un peu sur les autres. Alors c'est une formulation qui évidemment a connu beaucoup de dégradés au moment de la lutte, par ailleurs tout à fait légitime pour le tiers-mondisme, cette idée qu'après tout notre croissance occidentale, aujourd'hui affaiblie, mais à cette époque-là, nous la prenions littéralement sur le tiers-monde. Je crois que sans aller dans peut-être jusqu'au pathos qui fait que le soi est toujours un peu en faute par rapport au monde, en quelque sorte, que le bonheur est toujours une injustice, il me semble qu'on peut quand même garder de cette idée le fait que nous sommes tout de même dépendants, là, pour le coup, mais pas au sens de l'hétéronomie, dans de bonnes relations parfois, enfin en tout cas il faut aussi qu'elles soient bonnes. Notre situation est toujours le reflet ou le résultat plutôt de multidépendance qui d'une manière ou d'une autre nous mène au monde. J'en prends un seul exemple, là, on a beaucoup parlé de la colère ou de l'indignation comme des sentiments ou des affects pour le coup extrêmement sensibles qui ont en même temps une dimension politique, qui en même temps font paraître une norme. Lorsqu'une colère, c'est une manière affective de ressentir que quelque chose est injuste, soit une offense qui m'est faite, soit une offense qui est faite aux autres. Que se passe-t-il dans un moment de colère? Et ce qui est intéressant dans la colère, c'est pas seulement la réaction à une situation jugée injuste, c'est le moment où le sujet, parce que c'est son corps qui en quelque sorte est pris à témoin de l'injustice du monde, le sujet devient sociologue. C'est-à-dire se pose la question de pourquoi, dans quel monde sommes-nous pour qu'une telle chose m'arrive ou pour qu'une telle chose arrive à quelqu'un qui est mon ami. Et à partir de ce moment-là, le souci de soi se transforme, alors je rejoins tout à fait ce qu'a dit Dorian, l'éthique et la politique s'articulent là, le souci de soi se transforme en souci du monde. La mauvaise colère, c'est la colère qui ne devient pas sociologue. C'est la colère de celui qui n'est pas vraiment, comme le dit si bien la formule d'ailleurs, hors de soi. Être hors de soi, ça veut dire précisément faire un pas vers la compréhension et éventuellement d'ailleurs la résolution de ce qui nous afflige. Par contre, une colère rentrée, une colère
de sentiment. C'est une colère qui ne fait pas un pas hors de soi et qui par conséquent demeure dans simplement la plainte devant un monde qui s'écroule, un monde qui s'effondre. Donc je pense qu'il y a une manière d'articuler un regard assez lucide, peut-être un peu pessimiste, sur le monde et l'action politique, à condition que ce qui, dans le sensible, nous altère et nous affecte, nous trouvions les moyens, parce qu'il semble-t-il, ça ne sera pas au niveau de nos représentants que cela se situera, nous trouvons les moyens d'élaborer des dialogues, des discours qui nous permettent de généraliser un peu nos colères en revendication. Mais non, mais même d'un point de vue politique et philosophique, mais là, son nom m'échappe, mais ils ont été plusieurs à travailler là-dessus. Le passage qu'on constate très bien entre le 18e, le 19e et ensuite 20e, de ce qu'on a appelé un libéralisme de la liberté vers un libéralisme du bonheur. Le nom du spécialiste est très connu, mais il m'échappe là. Je pense que là, il y a un très grand passage entre ce libéralisme classique et le libéralisme qui est au fond toujours le nôtre, qui est un économisme, hein, le bonheur étant y compris considéré comme satisfaction d'un certain nombre de besoins et qui font finalement de nous des consommateurs. Donc le bonheur est une affaire très compliquée. Nietzsche posait la question, mais là pour le coup, le bonheur, mais pour qui, enfin, le bonheur de tous ou l'idée même de bonheur commun ou de bien commun était à Nietzsche extrêmement suspect. Là, pour le coup, le bonheur était la chose la plus personnelle du monde. Et comme disait Michael, bien sûr, chacun veut être heureux, mais nous ne poserons pas de définition universelle du bonheur. Alors que de la liberté, c'est déjà moins difficile. Voilà. Ça l'est encore, mais c'est moins difficile. D'accord. Bon, il y a une manière de définir le possible qui est la manière logique et possible tout ce qui n'est pas contradictoire. Donc, tout ce qui n'implique pas contradiction. Alors, cette manière de définir le possible, évidemment, elle ne correspond pas exactement à ce qu'on peut en faire, à mon sens, en politique ou d'ailleurs en éthique. C'est peut-être là où ça va diverger avec le virtuel, mais là je laisserai Dorian répondre. Le possible, tel que tel que dans la tradition phénoménologique dans laquelle je m'inscris, parce que c'est pas moi qui c'est une expérience. Le possible, évidemment, ça n'est pas le réel, c'est-à-dire l'effectif, ce qui est d'ores et déjà à l'œuvre, par exemple, dans nos expériences, dans nos vies, ou même d'ailleurs politiquement. En revanche, le possible, c'est pas non plus simplement une alternative à ce qui est là. Il y a dans l'expérience sensible, par exemple, d'une certaine manière, une perception du possible. La meilleure image qui peut en être donnée, c'est l'image de l'horizon. Au fond, quand je perçois n'importe quelle chose, je l'aperçois dans un fond, ou sur un fond, qu'on appellera d'ailleurs le monde, qui se détache d'elle et dont je peux penser, image de l'horizon, que si je me déplace vers elle, il sera à nouveau reporté au-delà. Eh bien, on peut tout à fait, enfin, je ne pourrais pas le faire ici, mais ça demanderait beaucoup trop de temps, on peut, à mon sens, en tous les cas, utiliser ces expériences de la possibilité de bouger son corps, de déplacer son regard, de s'avancer vers une ligne de fuite et de voir qu'il y a encore un horizon après, on peut le penser politiquement, parce que, au fond, ce à quoi nous avons affaire lorsque nous sommes dans une période de détresse politique, c'est bien littéralement que rien ne semble possible. Et rien ne semble possible, ça s'incarne très concrètement dans le fait que nos corps sont fossilisés, nos regards vont toujours dans une même direction comme s'il n'y avait pas d'autre manière de les déplacer, et nos mouvements apparaissent comme absolument vains et incertains. Donc je crois qu'il faudrait évidemment préciser, mais le possible, d'ailleurs, et là ça va faire transition, parce que c'est quand même une phrase de Deleuze pour le coup, du possible, ou bien je crève, enfin, c'est quelque chose dans ce genre-là, dans le livre sur le cinéma, c'est-à-dire, c'est un besoin, c'est un désir fondamental de faire varier les choses, et pour cela de les percevoir autrement. Donc, en ce sens, le possible n'est pas exactement virtuel, je crois, mais je laisse la parole à Dorian. Oui, non. Il y a le possible et le réel comme couple conceptuel. Le virtuel s'actualise ou non. Dans un cas, on a une possibilité de penser, c'est quelque chose qui n'est pas contradictoire.
Hein, on pense par exemple chez Leibniz, il y a toute une métaphysique du possible, simplement parce que c'est pensable. Bon. Et il y a le réel. Bon. Et le réel est toujours une réalisation d'un possible. Il aurait pu y en avoir d'autres. Hein, pour Leibniz, beaucoup de mondes possibles. L'autre couple, c'est le virtuel et l'actuel. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que disait Deleuze, rien n'est plus réel que le virtuel. Ou le virtuel a autant de réalité que l'actuel. La question, c'est, alors on pourrait le dire aussi en termes plus classiques, c'est-à-dire l'acte ou une réalité en puissance et l'effectuation d'une puissance, son actualisation. C'est là. Et il me semble que, pour le coup, une politique du virtuel, mais on pourrait jouer sur les mots, parce que suivant d'où on se place, ça pourrait être aussi une politique de réouverture des possibles. Il me semble que parler de politique du virtuel, c'est-à-dire de savoir que ce que nous aurons à actualiser, à expérimenter, à rechercher, est toujours déjà là, dans une parfaite immanence, ce qui est au fond peut-être la seule lueur d'optimisme qu'on pourrait avoir. Nous ne demandons pas l'impossible. L'impossible ne se demande pas. L'impossible n'est pas désirable. Le virtuel, en revanche, l'est infiniment. Et je pense qu'une puissance d'actualisation politique, toutes nos puissances, j'allais dire, n'ont de puissance que parce qu'elles peuvent actualiser du virtuel. Sans quoi, elles deviennent des puissances imaginaires, me semble-t-il. Merci. Donc il s'agit